Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour ce nouveau numéro spécial Le Coco. Donc, comme je le disais, la 49e conférence de la coordination européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, Le Coco, s'est ouvert ce matin à Paris avec la participation de plusieurs délégations venues des quatre coins du monde, ou plutôt sous le slogan autodétermination et respect du droit de la décolonisation et du Sahara occidental. La conférence de Le Coco, qui se tient, comme je le disais, en France, un pays qui a officiellement manqué à sa neutralité envers la cause sahraoui, constitue une réponse forte et surtout représente une occasion déterminante pour porter une voix forte, celle des Sahraouis dans les instances concernées. La conférence permettra de ce fait de dénoncer clairement la posture néocoloniale de l'exécutif français et d'autres et de réaffirmer la légitimité du droit inaliénable du peuple sahraoui à son autodétermination et surtout à l'indépendance, bien sûr, selon les présents qui ont confirmé cette ligne directoire. Tout de suite les détails. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici présent avec nous Moqran Ait Ouarabi. Vous êtes donc journaliste au quotidien Al-Moudjahid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous rejoindra bien entendu dans un petit instant Tarek Hafiz, journaliste qui est justement en direct de Le Coco, qui va nous faire un petit peu le point. Bien sûr, notre envoyé spécial sur place à Paris qui assiste aux travaux de Le Coco, Sondos Brahimi. Et avec nous, Salim Djellab, élu du Parti Socialiste et fondateur du CASO. Salim, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, Moqran Ait Ouarabi, la 49e édition de Le Coco qui se déroule à Paris, peut-être l'occasion de confirmer certains principes concernant cette cause sahraoui, d'autant plus qu'elle pourrait être différente, et c'est pour ça qu'on se pose la question, en quoi serait-elle différente par rapport aux éditions précédentes aujourd'hui, d'autant plus que celle-ci intervient dans un contexte quand même géopolitique assez je dirais délicat, surtout après la résolution bien sûr du Conseil de sécurité et le vote concernant cette question sahraoui. Oui, effectivement, cette conférence, bien qu'elle a été programmée avant le vote sur la résolution 2797 par le Conseil de sécurité prolongeant le mandat de la MINURSO, elle est d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce que justement, elle se tient dans la capitale française, dont le gouvernement justement s'est distingué au cours de cette dernière année, donc depuis l'été 2024, par son manquement grave à la neutralité que lui impose son statut au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent de cette institution onusienne. De par là, donc aujourd'hui, cette conférence sera certainement une occasion justement de rappeler au gouvernement français ses responsabilités au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et aussi faire entendre cette voix que certains veulent étouffer, qui est celle du peuple du Sahara occidental, qui aspire justement, comme tous les peuples du monde, à accéder à son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc cette conférence, au regard de l'ordre du jour qui a été fixé, va justement dénoncer cette posture à la fois du gouvernement français et de tous ceux qui s'inscrivent dans une démarche contraire à celle du droit international, contraire à celle définie dans les différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le dossier.
Oui, très bien. Alors, Moukhalan, dans ces cas-là, on va revenir un petit peu sur l'importance de cette édition, la 49e du genre de Le Coco, et en quoi justement elle est différente et qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui à ceux qui disent que le plan de l'autodétermination est complètement enterré. On va un petit peu Oui. y aller doucement pour qu'on puisse comprendre exactement en quoi justement cette conférence est importante. Mais donc, avant de passer à l'examen et surtout aux détails, à la discussion et au débat, je vous propose quand même qu'on aille vers notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de Al24 News. Si elle, oui, donc on me dit qu'on va la retrouver dans un petit instant, le temps bien sûr d'avoir Sandos Brahimi. Je vais vers vous, Salim Djellab. Salim, vous qui êtes avec nous donc aujourd'hui, et comme disait tout à l'heure Moukhalan, c'est une conférence assez importante parce qu'elle n'intervient pas dans un contexte, je dirais, normal, mais elle intervient dans un contexte où il y a une grande controverse concernant la question sahraoui. Donc finalement, est-ce que le coco de cette édition peut faire la différence finalement? Salim? Je ne sais pas si Salim Djellab est toujours avec nous. Oui, c'est bon, je suis là. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Salim, si vous souhaitez, je reprends ma question. Je l'ai entendu. Très bien, parfait. Oui, elle est importante. La conférence aujourd'hui est importante et à Paris, et c'est la France, avec l'Espagne et les États-Unis qui poussent le plan d'autonomie et qui soutient le Maroc. Donc la France est partie prenante sur cette question-là, sur la question de Sahara occidental. Elle est même très partie prenante. Et aujourd'hui, pendant 2 jours, les juristes et essentiellement le Polisario, les juristes vont expliquer pourquoi la France se trompe au niveau du droit international et comment ils vont faire pour pouvoir résoudre cette problématique. Et c'est important que ça soit en France, parce que, comme je le disais, la France est partie prenante à ce niveau-là. Et la question du respect des droits fondamentaux du peuple sahraoui et la responsabilité aujourd'hui de la communauté internationale et surtout de la France. Oui, dans ces cas-là, Salim, il y a beaucoup à dire parce que finalement, dans cette question, la France est sortie complètement de sa neutralité. Donc, c'est un petit peu une double importance à partir du moment où peut-être pour dire et pour porter à la voix du monde que finalement, c'est peut-être la France officielle, mais que la solidarité des ONG et des institutions qui soutiennent le Sahara occidental reste la même, reste une constante. C'est-à-dire que la position n'a pas changé. Ceci d'une part. On est revenu également sur l'autodétermination, puisque c'est même inclus dans le slogan autodétermination et respect du droit de la décolonisation du peuple sahraoui, ou si vous voulez du Sahara occidental. Donc 2 points qui sont au fait une réponse quelque part aux décisions du Conseil de sécurité, une réponse à la position de certains pays qui ont préféré plutôt, si vous voulez, s'écarter du chemin de la neutralité, concernant la question sahraoui, bien entendu. Salim? Oui, aujourd'hui, la résolution, elle peut... cette résolution, on pouvait penser que le Maroc, au niveau de l'autonomie, c'était une victoire, mais quand on la lit sérieusement, elle parle d'autodétermination et elle parle que les parties doivent négocier entre elles, donc le Polisario. Ce qui veut dire que si le Polisario est contre ou n'est pas d'accord avec l'autonomie proposée par le Maroc et surtout proposée par la France, la seule solution, c'est l'autodétermination et ça passera de facto par un référendum. C'est pour cette raison que cette résolution ne correspond pas vraiment à ce que pense la France et ce que pense le Maroc. Et donc, pendant 2 jours, les travaux qui vont être faits sur Paris vont tourner autour de cette question-là. Oui, très bien. Alors, nous rejoint à l'instant, me dit-on, Tarek Hafid, qui est donc sur place à Le Coco en France. Et Tarek Hafid, vous avez participé aux travaux. Donc, ce qui nous intéresse de prime abord, c'est que vous puissiez un petit peu nous relater ce qui s'est passé, de quelle manière se sont déroulés les travaux. Tarek, bonjour. Bonjour. Alors, les travaux se sont déroulés, en réalité, on ne va pas dire les travaux, mais les discussions ont commencé hier. Les syndicats, la principale centrale syndicale avec
plusieurs syndicats français et européens qui ont tenu une réunion, une rencontre à cette occasion, et puis ensuite ils sont partis, les représentants des syndicats sont partis au Stade de la République, ils ont tenu un sit-in, ils ont fait des slogans, c'était vraiment, ils ont bien animé la place de la République, et vraiment ça s'est très bien passé, malgré le froid. Et aujourd'hui, donc, les travaux de l'ECOCO ont commencé ce matin par une conférence de presse animée par M. Pierre Galland, M. Bouchraïa, donc le premier ministre. Tarek, pardon, est-ce que vous m'entendez, Tarek? Oui. Est-ce que vous pouvez juste faire une petite manipulation pour qu'on puisse vous entendre beaucoup mieux, parce que je crois que vous êtes en train d'étouffer un peu le micro. Merci. Je vais essayer. Parfait, c'est parfait. C'est bon? Très bien. C'est pour qu'on puisse vous recevoir 5 sur 5. Très bien. Donc, je vous disais que les travaux de l'UCOCO ont commencé ce matin par une conférence de presse par M. Pierre Galland, donc, qui est à la tête de la task force, donc, qui dirige ce mouvement de solidarité européenne, mais plus européen, c'est-à-dire international réellement, qui a des représentants d'organisations de tous les continents, et conférence de presse nommée aussi par M. Bouchraïa, donc le Premier ministre. Une des choses très intéressantes en politique, notamment sur donc un retour sur l'évolution, la dernière évolution de la sécurité de l'ONU, la problématique de la traduction qui s'est posée il y a quelques jours, et aussi tout le mouvement de solidarité qui se renforce, on va dire, à travers le monde. Et aussi, alors, ce qui est en train de se passer, et ça c'est très intéressant, c'est l'adhésion de ceux qui sont beaucoup plus affirmés des paysans, des agriculteurs, qui sont en France et en Espagne, à cause justement de ce nouvel accord imposé par les ministres des Finances publiques et français au sein de la Commission européenne pour imposer le fait que des produits écoles produits également sur le territoire occupé puissent entrer avec une étiquette marocaine comme la partie. Oui. C'est très important ce que vous dites, Tarek, mais je voulais savoir aujourd'hui le fait que justement cette conférence se déroule en terre française, la France qui donc a choisi de sortir de sa neutralité, est-il symboliquement, sur le plan symbolique, très important aujourd'hui? Est-ce que vous avez perçu ce sentiment là où vous vous trouvez? Oui, plus que jamais. Alors, il faut dire que déjà, il y a la présence de responsables de la France, de la République démocratique, que les travaux se sont déroulés aujourd'hui au sein même de l'Assemblée nationale, que des profils sont portés, alors autant par des responsables sarkozyques que par des responsables français, pas politiques, d'organisations françaises, au sein de l'Assemblée nationale, au moment justement où la France est liée nous ont entendu aux côtés du colonialisme marocain. Donc, effectivement, en termes de symbolique, c'est très fort. Mais il faut, au-delà de passer vraiment, je pratique des efforts pratiques, tout ce se passe actuellement avec la Confédération paysanne, qui soutiennent donc les patrons. C'est vrai qu'il y a un intérêt économique. Mais il y a aussi de la défense du portement du droit de la part de toute propriété, du droit de travailler avec le pays. Oui, donc dans ces cas-là, Tarek, tout à l'heure, vous avez parlé, on va vous libérer un peu parce que je sais que vous êtes occupé, que vous avez encore du travail à faire sur le terrain. Tarek, juste un petit détail, vous avez parlé du fait que maintenant, il va falloir désormais appliquer, si vous voulez, les injonctions de la Cour de justice européenne concernant l'exploitation, par exemple, des richesses des territoires sahraouis et encore des territoires litigieux. Ça remet finalement les choses dans leur contexte, à savoir que le Sahara occidental reste quand même un terrain litigieux, contrairement à ce qui a été peut-être, ou ce qui a été, disons, je ne sais pas, répondu du fait que le Conseil de sécurité ait voté ce qu'on appellerait le plan d'autonomie, ce qui veut dire que
d'emblée, on peut toujours exploiter ces terrains. Finalement, on a recadré les choses dans leur contexte conformément aux résolutions de l'ONU. Oui et non. C'est un rappel important. Ce qui est en train de se passer dans la Commission européenne, c'est un forcing donc, de la part de certains États européens pour imposer le Maroc comme étant le seul représentant économique de ce qui est en train de se passer sur le territoire, ce territoire autonome, donc le territoire colonisé par le Maroc, donc le Sahara occidental. Donc, en réalité, les choses restent encore très floues, c'est-à-dire il y a réellement un rapport de force qui est en train de s'établir actuellement, et qui est, on va dire, au profit du peuple sahraoui, du peuple nigérian, c'est le fait qu'il y a des opérateurs économiques qui font que ces agriculteurs viennent les épauler pour contrer justement ce forcing marocain et très intéressé de certains pays européens. Donc, les choses qui sont le contexte, il est pour l'instant en faveur ni de l'autre. Parce qu'il est possible que si cet accord est confirmé encore une fois, comme l'Union européenne et le Maroc, qu'il y ait encore un recours à la justice européenne. Mais encore une fois, jamais, dès que l'on prend le peuple sahraoui, qu'on la met dans le cadre de la loi, dans le cadre du droit international, les Sahraouis ont toujours raison. C'est ça qui est important, c'est ça qui est important de dire, et c'est ce qui ressort justement des débats qui ont commencé aujourd'hui. Merci beaucoup Tarek Hafid pour tout cet éclairage et comment donc s'est déroulé. Je vous souhaite bon courage. J'espère bien sûr qu'on va vous retrouver, pourquoi pas, sur nos ondes tout au long de ces travaux qui s'achèveront demain. Donc, je reviens vers vous, Mouqaran Aït-Warabi. Finalement, on a mis le doigt sur des aspects très importants qui sont même, si vous voulez, l'essence de cette revendication sahraoui aujourd'hui, à savoir la reconnaissance, l'indépendance et l'autodétermination d'une part, mais également le fait qu'il faut absolument mettre un terme à la spoliation des richesses sahraouies dans un terrain qui est encore litigieux et exploité par le Maroc de manière très volontaire, avec bien sûr la complicité de certaines multinationales européennes et occidentales qui trouvent bien sûr, on va dire, leur beurre. Mais finalement, Mouqaran, lorsque cette conférence de Le Coco met le point sur ces deux points qui sont très importants, ça veut dire que finalement, on ne s'est pas réellement écarté, on n'a pas accepté, si vous voulez, cette énième option qui serait donc l'autonomie ou l'option de l'autonomie pour les Sahraouis. Parce que on est toujours dans ce qu'on appellerait l'application des résolutions de l'ONU, c'est-à-dire le respect des territoires et le respect de la résolution pour l'autodétermination. En fait, justement, cette conférence, elle a fixé deux panels assez importants qui résument un peu les fondements de la cause sahraoui. Le premier panel, donc, il parle de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental d'une manière illégale et contraire aux arrêtés, notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ont interdit aux sociétés issues de cet espace européen de vendre leurs produits qui proviennent justement des territoires sahraouis, sans, bien évidemment, pour la simple raison qu'ils n'ont pas eu le consentement du représentant légitime du peuple du Sahara occidental, qui est le Front Polisario, donc oui, qui est reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne comme tel, comme le seul représentant légitime du peuple du Sahara occidental. Donc aujourd'hui, il s'agit encore une fois de rappeler ces points de droit qui relèvent du droit international, à savoir la non-spoliation des richesses du Sahara occidental. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire non autonome du point de vue du droit international. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on constate aujourd'hui que le Maroc joue sur cette carte pour allier du monde à sa démarche, à cette volonté de liquider la cause sahraoui, en proposant justement les richesses de ce territoire à des États et à des sociétés.
Le deuxième point, c'est donc le rappel des paramètres fondamentaux du règlement de la cause sahraoui qui passe nécessairement et inéluctablement par l'exercice du droit à l'autodétermination tel qu'il est défini dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1975, même bien avant, parce que la résolution mère du Conseil de sécurité par rapport à la question de la décolonisation, c'est la 1514 du 14 décembre 1960 et qui définit clairement le droit des peuples à l'autodétermination. Donc aujourd'hui, c'est un droit inaliénable, comme a tenu justement à le rappeler les participants à cette conférence, comme ils l'ont déjà rappelé, puisqu'il s'agit de la 49e conférence organisée. Il s'agit donc d'insister sur ce point que le Maroc cherche justement à occulter, à évacuer. Oui. On aura l'occasion certainement de revenir sur les coulisses de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le dossier et qui s'est soldée par la résolution qu'on a citée au début de l'émission, à savoir 2797, et tout ce qu'a fait le Maroc pour tenter justement d'évacuer de cette résolution toute mention, toute référence à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ce qu'il n'a bien évidemment pas réussi à faire, puisque l'autodétermination du peuple du Sahara occidental a été réitérée et réaffirmée plus d'une fois dans cette résolution. Oui, très bien. Alors, c'est vrai que, parce que là, aujourd'hui, la conférence s'inscrit dans une configuration, comme je le disais tout à l'heure, géopolitique très délicate, parce que certains pensent que c'en est fini avec la question sahraoui, que de toute façon, on rentre dans une nouvelle étape. Ce n'est pas le cas. Cette conférence vient rappeler un fait très important, à savoir que, de toute façon, le peuple sahraoui continuera toujours à réclamer ses droits, et surtout son droit à s'autodéterminer, et donc par les urnes. Et ils sont également revenus pour dénoncer, si vous voulez, le fait qu'aujourd'hui, la question sahraoui est occultée par le Maroc, pour dénoncer que le fait qu'il y ait encore des prisonniers dans les geôles marocaines. Oui, bien évidemment. Voilà. Il y a aussi, bien évidemment, cette conférence, elle traite aussi des questions des droits humains, donc de la situation que vit le peuple sahraoui dans les territoires occupés, avec cette répression féroce et terrible qu'ils subissent au quotidien, et ces centaines de prisonniers sahraouis qui se trouvent justement dans des conditions atroces, dans des cellules qui ne sont pas conformes aux normes et aux standards internationaux, et qui sont constamment maltraités par les forces marocaines. Donc il y a ce point. Il y a aussi la question de la désinformation, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté depuis presque un mois que cette résolution 2797 a été votée. On a constaté que les relais médiatiques marocains ont justement mené une campagne pour vendre justement une fausse interprétation de cette résolution, pour vendre une fausse victoire à leur peuple, parce qu'il ne faut pas oublier que cette résolution intervient dans un contexte où le Maroc traverse une crise inédite sur le plan politique et socio-économique. On voit que les rues marocaines sont pleines de manifestants de manière régulière depuis plus de 2 ans, depuis la normalisation de ces relations avec l'entité sioniste. Et cela a été exacerbé bien évidemment par la généralisation de la corruption, par un système inégalitaire, par l'inflation, par les indicateurs économiques qui sont justement au rouge. Donc aujourd'hui, il s'agit pour le pouvoir marocain de vendre un semblant de victoire au peuple
marocain pour lui faire oublier ses maux quotidiens et toutes ces politiques contraires à la volonté du peuple marocain qui sont en train de mener depuis ces 3 dernières années. Merci beaucoup, Morane. Donc, bien sûr, on va revenir vers vous. Peut-être le temps de retrouver notre envoyé spécial, Sandos Brahimi. Sandos, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez... Sandos est là. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment s'est déroulée cette première journée pour vous? 180 ans. Eh bien, en effet, oui, notre intervention en tant que reporter et pendant notre live de tout à l'heure, quelques agents de sécurité de l'Assemblée nationale sont venus pour nous interrompre en plein direct. Donc, c'était vraiment une intervention très honteuse pour un pays qui se dit un pays de droits de l'homme et un pays qui adule ce qu'on appelle la liberté d'expression. Eh bien, donc, on revient sur notre sujet phare. Cette journée a été très très fructueuse en termes de solidarité avec le peuple sahraoui. Il y a eu tout d'abord cette conférence de presse animée par le Premier ministre sahraoui ce matin, une conférence de presse animée principalement pour la presse française qui connaît très très peu la politique sahraoui et la situation du peuple sahraoui colonisé. Donc le Premier ministre s'est longuement adressé à cette presse en leur disant qu'il fallait absolument dénoncer l'acte barbare des autorités marocaines qui colonisent le peuple sahraoui. Et donc, il y a eu aussi plusieurs points qui ont été évoqués, notamment cette loi ou bien cette résolution des Nations Unies ratifiée dernièrement par les Nations Unies. Et le Premier ministre s'est longuement aussi exprimé sur la volonté du Front populaire Polisario, le seul représentant du peuple sahraoui, à aller de l'avant et à entamer des négociations directes avec les autorités marocaines sous l'égide des Nations Unies. Après cette conférence de presse, il y a eu donc cette session interparlementaire ici au Palais Bourbon à Paris, dans le siège de l'Assemblée nationale, où il y a eu la participation de plusieurs députés français et d'autres députés venus de toute l'Europe et aussi plusieurs activistes qui œuvrent pour la solidarité avec le peuple sahraoui. Donc, comme mot d'ordre, c'était réitérer la solidarité avec le peuple sahraoui et rappeler que sa cause est une cause noble, c'est un peuple qui cherche seulement à vivre indépendant et a le droit d'aller à l'autodétermination après un référendum organisé sur ces territoires. Et puis, il y a eu aussi la nécessité et le rappel de la dénonciation et l'importance de la dénonciation de cet accord commercial ratifié entre l'Union européenne et le Maroc le mois d'octobre dernier. Donc, c'était un accord qui a été qualifié comme un accord de pillage des ressources des Sahraouis. Donc, voici un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette journée riche, comme je vous l'avais annoncé, en solidarité avec le peuple sahraoui. Merci beaucoup, Sandos Brahimi. Vous êtes notre envoyé spécial donc à Le Coco en France, à Paris. Merci pour le point. Je me tourne vers vous, Salim Djellab. Finalement, notre envoyé spécial a parlé du fait que tout au long de ces travaux de l'Assemblée, il y a eu d'abord cet incident fâcheux, à savoir que l'équipe de Al24 News n'a pas été, si vous voulez, autorisée ou a été empêchée d'accomplir son travail dans l'information. Et il y a aussi le fait que, quelque chose de positif, des journalistes français ont été réunis pour, si vous voulez, faire connaître le dossier sahraoui, la cause sahraoui. On se pose la question, alors aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où on se parle, est-ce qu'il y a encore, Salim, des journalistes français qui ignorent réellement la cause et le dossier sahraoui de nos jours? Oui, alors deux choses. La première chose, aujourd'hui en France, malheureusement à Paris, quand on est un militant ou un élu qui défend la cause sahraoui, il y a du harcèlement, il y a des menaces sur notre vie, menaces par des mails. Donc je ne suis pas surpris, et c'est malheureux, n'a pas pu faire son travail parce qu'il y a des pressions,
il y a des pressions en France, la communauté franco-marocaine essentiellement à ce niveau-là. Après, aujourd'hui, oui, le travail qu'on doit faire, et c'est le travail de CASO en France, on doit faire connaître auprès des journalistes, il y a beaucoup de journalistes ne sont pas au courant de la cause sahraoui, soit au niveau du droit international, ne connaissent pas les résolutions. Donc la seule chose qu'ils ont, c'est ce que disent les médias. Et en général, certains médias vont pas trop loin, ils reprennent le narratif pro-Maroc. Donc il y a ce travail-là. Après, en même temps, je me permets, on parlait tout à l'heure des pillages des richesses, il y a quand même un événement important. Il faut voir ça comme un point positif quand même. Il y a eu un vote au Parlement européen ce 26 novembre pour essayer de bloquer l'accord sur l'étiquetage des produits venant du Sahara occidental. Ce qui est intéressant et ce qui est très bien, c'est que le Parlement européen, à 359 voix, ont voté contre cet accord, contre l'étiquetage où c'est marqué venant de province et non pas du Sahara occidental. Et les pro-Maroc n'étaient que 188. Alors malheureusement, il manquait qu'une voix pour bloquer l'accord. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Parlement européen est pro-Sahara. Et majoritairement défend les Sahraouis, et c'est intéressant parce que c'est important, parce que bientôt il va falloir négocier dans quelques temps les accords de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Et voilà, donc c'est important de restez avec nous, Salim. Oui, restez avec nous, Salim Djellab, juste le temps d'une courte pause publicitaire et on revient vers vous. Retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée bien sûr à l'ouverture de la conférence, la 49e du genre de solidarité donc avec le peuple sahraoui, le COCO. Et bien sûr, je reviens vers vous, Salim Djellab, pour que vous puissiez quand même terminer ou conclure votre idée concernant le fait qu'aujourd'hui et jusqu'à l'heure où on se parle, la connaissance ou si vous voulez le dossier sahraoui est ainsi méconnu par des journalistes français. Oui, donc il est méconnu pour deux raisons. La première, et c'est dommage, c'est que la diplomatie marocaine, par son influence, pousse les médias français à ne pas en parler. Donc il y a très peu de médias français qui en parlent, malheureusement. Alors il y a quelques médias à gauche, et c'est très bien, qui commencent à en parler. Là, dernièrement, il y a eu un article assez intéressant dans Mediapart, qui est un média à gauche, mais il est vrai que les médias importants à la télé, c'est une cause qui est très méconnue. Aujourd'hui, il y a quand même des associations sahraouis qui en parlent, et des associations françaises, donc type CASO, mais il y a aussi les partis politiques de gauche, en parlent de plus en plus auprès des élus et font des actions. Dernièrement, il y a lors de la marche, pour célébrer la marche verte, ce qu'on appelle nous la marche noire, à Paris, il devait y avoir une fête pour célébrer ça de la part des franco-marocains avec l'ambassade. Cette fête était à un endroit, ça a été annulé. Il y a une action qui a été faite par les mouvements sahraouis. L'ordinateur, ils ont dû se replier. Ils ont une annexe de leur... La question sahraoui est en train de prendre, en France de plus en plus. Et on voit de plus en plus de journalistes s'intéresser à ça. Et naturellement, il faut continuer. Très bien, Salim. Mohamed Warabi, finalement, bien sûr, on a dit que c'était important, mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même assez étrange qu'aujourd'hui, le dossier sahraoui ou la question sahraoui, bien sûr, de décolonisation, soit ainsi méconnue dans une capitale qui pourtant est connue pour ses positions, par exemple, concernant certaines questions de colonisation, comme par exemple pour la question palestinienne, et que jusqu'à l'heure, le COCO a jugé bon de quand même faire une rencontre avec des journalistes français pour sensibiliser sur cette question sahraoui, alors que ce sont quand même des journalistes qui sont censés faire un travail de recherche sur plusieurs questions. C'est quand même pas une question ou un endroit qui est très éloigné pour qu'on puisse ignorer le sujet. Je ne pense pas que
tous les journalistes français Voilà. méconnaissent le dossier du Sahara occidental. Je pense que plutôt les médias français, Plutôt. justement, font l'impasse sur ce Le dossier. blackout. Le blackout, pourquoi? Pour favoriser, pour protéger le Maroc. Leur allié. Pour la simple raison que si on parle du dossier du Sahara occidental, on doit parler de la spoliation des richesses de ce territoire, on doit aussi parler de l'atteinte et des violations des droits humains que subit ce peuple au quotidien dans les territoires occupés par le Maroc. Donc il n'est pas question de froisser les autorités marocaines avec lesquelles les détenteurs de ces médias, des hommes d'affaires, ils sont aussi en affaires au Maroc. Pour la plupart, ils ont des oui. intérêts donc au Maroc et parfois ils participent même, ils sont complices, ils participent à ce pillage, comme on le voit d'ailleurs, cette résistance à une décision de justice, à un arrêt de justice de la Cour de justice de l'Union européenne et cette mobilisation d'avocats et de cabinets d'avocats pour justement trouver un moyen de contourner justement ces décisions de justice afin de continuer à mettre sur le marché européen des produits qui proviennent du territoire du Sahara occidental. Sans étiquetage. Sans étiquetage ou d'une autre manière. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui sont pas suffisamment au courant de ce qui se passe réellement au Sahara occidental, mais globalement, je pense que la responsabilité elle est au niveau des médias qui, on a vu d'ailleurs, certains médias ont même essayé de faire la promotion de l'autonomie, du projet d'autonomie marocain pendant des années. Et il y a juste un petit rappel, d'ailleurs, l'idée même de ce fameux plan d'autonomie qui n'existe pas réellement. Hein, c'est juste comme ça, on l'a annoncé pour l'idée même, elle est française. C'est en 2007, c'est quand le Maroc était sous pression onusien par rapport à son manque de volonté de relancer les négociations pour justement organiser le référendum sur l'autodétermination. Il y a eu cette proposition d'un plan d'autonomie, sachant que par le passé, le Maroc a refusé justement un autre plan Baker 2, qui prévoyait 5 années d'autonomie qui vont être couronnées par l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Donc c'est le référendum d'autodétermination qui fait peur aux Marocains, et la presse française fait l'impasse sur le dossier sahraoui pour ne pas justement gêner les autorités marocaines. Oui, très bien. Alors Mourkhalan, parce que je voulais encore rebondir sur le fait que la chaîne de télévision a été empêchée de faire son travail, donc finalement on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ne voudrait-on pas que la question soit médiatisée, Mourkhalan? Je ne pense pas que les journalistes français sont totalement libres d'écrire ce qu'ils veulent, comme ils le voient, comme ils le constatent sur le terrain, en étant en contact avec les différents acteurs qui concernent le dossier. Le principal acteur qui est le Front Polisario. Je ne pense pas qu'ils ont cette liberté comme ils voudraient peut-être le travail faire croire. Comme il se doit. Donc, on va dire le cordonnier mal chaussé quelque part, parce que de toute façon, ceux qui donnent des leçons de démocratie, de liberté d'expression, ne sont pas les premiers. Donc, à appliquer les lois de ce qui. Il y a une forme de censure pour nommer les choses comme elles sont. Il y a une forme de censure sur cette question du Sahara occidental. Pourquoi? Parce que la France, encore une fois, a manqué à sa neutralité depuis longtemps, mais aujourd'hui plus qu'avant, parce que là, il y a une décision de reconnaître carrément la souveraineté du Maroc sur un territoire qui est non autonome, qui a ses représentants et qui a son peuple. Donc, encore une fois, cette situation... ce dossier dérange beaucoup d'intérêt en France. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça conforte un petit peu le sujet que je vous propose donc à l'instant, signé Safwan Ben Sabri. On revient au débat. La 49e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, plus connu sous le nom de COCO, se déroulera du 28 au 29 novembre à Paris. Événement majeur pour le mouvement international de soutien au peuple sahraoui,
La conférence constitue chaque année un rendez-vous politique majeur réunissant des acteurs engagés du monde entier pour la cause sahraoui. Cette 49e édition se caractérise par une dimension particulière. C'est la première depuis le vote au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara occidental qui a donné lieu à la résolution 2797. Une résolution face à laquelle le Polisario a tenu à affirmer sa ligne. Oubi Bouchalaya Bachir, conseiller spécial du président sahraoui, a déclaré que le référendum d'autodétermination demeurait la seule voie viable et centrale dans le processus de règlement onusien. Par ailleurs, la question sahraoui reste une cause dont l'issue doit se faire dans le cadre onusien. Le Conseil de sécurité a pris soin de dire que le secrétaire général, c'est l'envoyé personnel et c'est la MINURSO qui doivent lidérer ce processus de négociation. Et ça, je crois que c'est un peu barrer la route devant les puissances et les pays qui voulaient un peu faire un hijacking du processus. Le COCO constitue plus que jamais une plateforme pour la défense de la cause sahraoui et une tribune pour les dirigeants sahraouis pour porter la cause sur la scène internationale. D'ailleurs, Moqalan, donc comme on vient de le voir avec ce sujet signé Safwan Ben Sabri, la situation est un peu différente. On va dire que le COCO devant un tournant. Le fait qu'il y ait aujourd'hui cette conférence, c'est un tournant même, parce que finalement, ça conforte encore l'idée que les Sahraouis vraiment tiennent à cette résolution qui est la leur, cette résolution qui donc fait que l'autodétermination reste la seule option pour aller donc voter, et que en dehors de ça, en dehors des résolutions, ça restera quand même illégitime et illégal. Finalement, cette réunion tombe à pic, on va le dire comme ça. Oui, le timing, encore une fois, c'est une conférence qui a été déjà préparée, planifiée déjà en 2024. Mais ça tombe, oui, bien sûr. Justement bien parce qu'elle intervient juste après cette résolution du Conseil de sécurité qui prolonge d'un an le mandat de la MINURSO. Donc la trajectoire du dossier n'a pas changé. Les paramètres fondamentaux du règlement du dossier du Sahara occidental sont toujours les mêmes. Ils sont donc intimement liés au droit international. Ils restent dans le cadre des Nations Unies. Donc le dossier du Sahara occidental de la légalité. Au niveau de l'Assemblée générale, il est aussi au niveau du Conseil de sécurité, il est aussi au niveau de la commission spéciale de la décolonisation. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, donc la MINURSO a été prolongée d'un an, alors que le Maroc a tout fait pour liquider carrément cette mission parce qu'elle le dérange, parce qu'elle symbolise cette présence onusienne sur le dossier, en même temps cette nécessité d'aller vers un référendum d'autodétermination. Donc il aurait même suggéré une prolongation de 3 mois, que ça n'a pas marché. Donc le Conseil de sécurité a opté pour une prolongation d'1 an. Il y a aussi le fait que le plan d'autonomie, malgré tout ce qu'il a fait comme manœuvre, justement pour le faire passer comme une solution à caractère exclusif, ça n'a pas fonctionné. Donc le plan d'autonomie marocain est une proposition parmi tant d'autres qui peuvent être débattues et discutées dans le cadre bilatéral entre le Maroc. C'est clairement défini et précisé dans la résolution, entre le Maroc et le Front Polisario. Oui. Des discussions directes qui doivent mener à un référendum, parce que le peuple du Sahara occidental, du point de vue du droit international, a déjà gagné la victoire juridique. Il l'a gagnée, parce qu'aujourd'hui le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination est consacré par la CIJ, par toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis le début de ce conflit. Oui, très bien, Moqalan. Donc, je vous propose quand même ensemble de voir la réaction de Pierre Galland, le président de l'ECOCO, donc le président de cette conférence qui a été initiée en France, et on revient au débat. Un contexte tout à fait
exceptionnel dans la mesure où on assiste dans le monde à une espèce de dérive de tout ce qui était construit petit à petit et par le peuple ouvrier et par les juristes pour faire en sorte que notre coexistence internationale puisse se faire dans le respect des règles du droit international et du droit humanitaire. Or, tout s'effrite parce que tout d'un coup, on est face à un pouvoir exécutif, que ce soit aux États-Unis, mais même en Europe, où, au lieu de procéder de manière démocratique, en respectant les instances légales, c'est-à-dire les parlements, en respectant les cours et les cours de droit international, on puisse se retrouver tout d'un coup démunis parce que ces gens pensent qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent tout décider par simplement des décisions unilatérales en fonction de leurs intérêts propres. Et c'est ainsi que tout d'un coup, M. Trump décide que le Sahara occidental est marocain parce que ça lui fait un business en plus. Il peut aller chercher et piller le Sahara occidental. C'est du néocolonialisme auquel on assiste. Et donc nous sommes là pour dénoncer ces choses-là, alors que les cours de justice, qu'il s'agisse maintenant de la Cour des Nations Unies, de la Cour européenne, de la Cour internationale, la CIJ, la Cour africaine même, toutes sont extrêmement précises sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources naturelles, leur droit à l'autodétermination et le droit de pouvoir coexister dans une société des nations qui se respectent mutuellement. Effectivement, depuis cette pièce symboliquement haute qui est l'Assemblée nationale, les hommes et les femmes épris de justice ont une fois de plus traduit leur volonté à plus de justice sur cette dernière colonie, je vous le rappelle, en Afrique, selon les termes et le droit onusien, qui laisse apparaître qu'une fois de plus, là où le droit est violé, c'est l'insécurité, c'est la déstabilisation. Et je crois que l'Algérie, de par ses principes fondamentaux, et depuis sa révolution du 1er novembre 1954, a toujours été prise de justice et a toujours laissé ce droit fondamental qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, avec force et conviction, la société civile, mais aussi les parlementaires, les hommes de justice, crier au scandale de cette agonie du peuple sahraoui qui aujourd'hui est dans la demande la plus légitime du peuple à disposer de lui-même. Et je crois que l'Algérie, forte de ce principe, a toujours été constante. Aujourd'hui, elle est partie intégrante, mais partie surtout, elle témoigne de ce que l'injustice crée dans une colonie. Et je crois que cette conviction nous ramène à l'évidence que le peuple sahraoui doit pouvoir en 2025 retrouver le chemin de sa liberté, de son choix et finalement d'une justice équitable dans cette région du monde. Bonjour, alors il est très important déjà le choix du lieu, car tout le monde connaît la dernière position française, donc le changement radical au détriment du peuple sahraoui, un peuple qui demande le droit à son choix, à son avenir, à l'autodétermination. Bien évidemment, il y a l'histoire de la dernière résolution, où Paris a une part de responsabilité très importante. Alors lors de cette journée, nous avons parlé de la responsabilité historique des deux capitales, donc Paris et Madrid, et bien évidemment de la spoliation des richesses du peuple sahraoui. Tel que je l'ai dit lors de mon intervention, c'est qu'il est temps aujourd'hui de s'adresser aux propriétaires terriens, donc le peuple sahraoui, et non pas à l'occupant marocain qui aujourd'hui profite de ces richesses au détriment de toutes les décisions de justice internationale. Très bien. Alors, c'était donc Pierre Galland, président de Le Coco, Nasser Khabat, président du MODAF, et bien sûr Hani, qui est député donc de la délégation des Algériens donc établis à l'étranger. Tout de suite, donc avec vous, Salim Djellab, s'il vous plaît. Est-ce que je vais pas vous poser de questions, je vais juste vous donner le dernier mot parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, si vous voulez peut-être faire un petit commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Mais brièvement. Merci. Oui, donc c'est un événement, donc cette conférence est un événement important, et parce que c'est Paris qui aide le Maroc sur la question il faut que les élus français prennent l'accord. Merci beaucoup, Salim. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir également contribué à répondre à nos questions. Merci à vous, Moukaran Aïtou Arabi. Je rappelle que vous êtes notre journaliste au quotidien Al Moudjahid. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour d'autres émissions. Au revoir.